Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. Aujourd'hui, nous allons parler du viager. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia. Elle est financée par la conférence de prévention de la perte d'autonomie, elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre présence et de votre participation. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour présenter vous accueillir et faire la présentation générale de cette visioconférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de conversation. Je répondrai ou j'interromprai Delphine pour intervenir en direct. Et puis sinon, on fera un petit point à la fin sur toutes les questions qui auront été posées. Et à la fin de la visioconférence, j'ouvrirai vos caméras et vos micros et vous pourrez participer. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien auprès de vos proches. Et puis, si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur ce lien. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette visioconférence. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Delphine, je vous laisse prendre le contrôle et puis vous présenter et faire une présentation du viager. Merci Pascal. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Crossy. Donc, je dirige l'agence Abovi Viager sur Paris. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous donner des informations sur le viager et tenter de vous expliquer les choses avec clarté et puis vous présenter le côté pratique de cette formule de vente. Donc, merci à Movadom pour m'accueillir aujourd'hui. Pour information, j'ai rencontré la fondatrice de Movadom, Gwendoline Cotrez, il y a quelques années sur un salon des seniors. Et cette année, à l'occasion de l'échange de vœux, on s'est dit pourquoi pas faire une présentation sur le viager pour intéresser les abonnés de Movadom. Une petite question peut-être en préambule, parmi les personnes qui nous suivent ce matin, savoir si vous êtes propriétaire d'un bien, puisque effectivement le principe du viager concerne particulièrement les propriétaires, et peut-être juste savoir sur quelle région vous êtes, sur quel département. Voilà, c'est une information qui peut être intéressante pour diriger un petit peu la présentation. Est-ce que Pascal, vous pouvez poser cette question ou me donner les informations? N'hésitez pas à répondre directement dans la barre de conversation. Alors, on a des gens qui sont en train d'écrire, donc n'hésitez pas à répondre, savoir si vous êtes propriétaire. Donc, Pauline est dans les Pyrénées-Atlantiques et est propriétaire. D'accord. Bonjour Michel, est-ce que vous-même êtes propriétaire d'un bien? Alors, propriétaire dans le Val d'Oise, on a le CCS d'Ormesson qui est pas du tout propriétaire de ses locaux, dans le 94. C'est l'information générale, ouais. Voilà, qui pourrait être rediffusé à leurs bénéficiaires. D'accord. On a une propriétaire dans l'Aisne, mais en zone inondable, donc c'est intéressant aussi. D'accord. Alors, peut-être des questions Oui. particulières à la fin. Et Michel est sur Paris et non propriétaire. D'accord. Ah, on a vraiment un public éclectique. Entendu. Bon, on va faire une présentation générale sur le viager. Alors, c'est moi qui défile les slides, c'est ça, Oh, normalement? on a même des propriétaires aux Antilles. Oh, extra. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec la Martinique sur une vente en viager occupé, donc c'est très intéressant. Alors, donc c'est moi qui ai la main sur les slides. Oui. Alors, voilà, la première slide. Donc, je voulais vous présenter le viager déjà selon. Alors non, ça n'a pas passé la slide. Si, ça y est, voilà. C'est bon. D'accord, selon 3 approches. Voilà, donc c'est là. Vous l'avez ou pas la slide? Il y a un petit décalage en fait entre le moment où vous la passez, où elle apparaît. Là, on est revenu à la slide 3. Je ne sais pas pourquoi, un petit souci technique. Ça y est, on est allé sur la 4, c'est bon.
celle-ci, voilà, très bien. Donc, tout d'abord, enfin, en préambule, je voulais redonner le principe. Donc, ce viager, ce qu'on appelle le viager, c'est une forme de transaction immobilière. Il en existe d'autres, hein. On peut citer la vente à terme, la vente occupée, la vente de nue propriété. Bon, aujourd'hui, on va déjà démarrer par le principe le plus répandu, c'est-à-dire le viager occupé, qui fait partie, voilà, d'une des formules de transaction immobilière. Il faut savoir qu'en France, donc c'est un marché qui évolue effectivement. On est passé de 5-6 000 ventes à 8 000 ventes par an en France. Néanmoins, ça reste un marché très, très, très confidentiel, un marché de niche, comme on peut le dire. L'agence Abovi Viager a été créée en 2005. Donc, voilà, on a maintenant 15 ans de recul, hein, pour ce qui s'agit de notre agence. Moi, quand j'ai démarré, donc on parlait de 5 000 ventes à peu près en France. Et il faut savoir que sur ces 5, donc aujourd'hui jusqu'à 8 000 ventes en France, il y en a bien la moitié qui sont générées directement chez les notaires et qui se passent en famille. Donc, ce sont les parents qui vendent en viager à leurs propres enfants. Donc sous forme souvent de vente de nue propriété avec réserve d'usufruit. Voilà, je vais vous parler du marché en fait de gré à gré. Donc la mise en contact d'un vendeur particulier avec un acquéreur particulier. Voilà, donc qui représente, on va dire, à peu près la moitié de ces ventes, à peu près 3 000 transactions en France par an. C'est tout petit, hein, c'est même pas 1% des ventes immobilières sur le marché français. L'an dernier, en 2021, il y a eu à peu près 1 200 000 ventes, transactions immobilières en France. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un toute petite partie de transactions. Les villes principalement concernées par le viager, on va dire que c'est les places immobilières, hein, qui vont avoir de l'attrait pour des investisseurs. Donc, beaucoup sont générés sur les villes de Paris, de Nice et de Cannes, parce que les investisseurs fonciers apprécient de placer de l'argent dans ces villes où le marché ne cesse d'évoluer en fait, hein. Les cotations immobilières ne cessent d'évoluer. Donc, c'est vraiment des placements sûrs. Néanmoins, des ventes maintenant se réalisent aussi sur la province, on va dire des villes importantes de province. Dès qu'on s'écarte de ces grandes villes, les investisseurs sont moins intéressés. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, donc, hier comme aujourd'hui, le viager, c'est une solution pour améliorer son existence. D'un côté, le vendeur, lui, va profiter immédiatement et toute sa vie, c'est-à-dire ad vitam, du produit de sa vente. C'est vraiment l'objectif recherché, c'est améliorer son existence, mieux vivre, avoir des revenus complémentaires pour mieux se soigner, voyager, plus sortir. Donc, c'est vraiment au quotidien un changement important pour les clients qui se décident à vendre en viager. Et pour l'acquéreur, de son côté, il constitue un patrimoine dont il profitera plus tard, mais c'est une façon aussi d'améliorer son existence pour plus tard. Et je mets un point d'honneur à toujours montrer les avantages qui concernent les vendeurs et les acquéreurs, parce que c'est vraiment un contrat où les intérêts sont équilibrés. S'il n'y a pas cet équilibre, la transaction ne va pas se faire. Il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toujours penser à ce qui va être intéressant pour le vendeur, mais également pour l'acquéreur. Ça, c'est vraiment très important pour bien comprendre ce principe. Enfin, la troisième approche du viager, pour moi, c'est l'idée de transmettre un patrimoine. Ça a vraiment du sens quand on voit les transactions viager se réaliser. C'est important pour le vendeur de continuer d'écrire une histoire. Il est propriétaire d'un bien. Il va devoir le transmettre. Son choix, c'est de le transmettre à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, c'est un moment important dans sa vie. C'est une décision qui est importante à prendre. Et l'intérêt, c'est
de rencontrer son futur acquéreur pour voir aussi si c'est bien la personne à qui on a envie de transmettre ce patrimoine. Donc, il y a vraiment une approche sociétale hein, qui se fait quand on parle de viager. De son côté, l'acheteur, lui, il va soutenir financièrement la personne à qui il achète et dont il recevra le bien. Donc, c'est vraiment deux personnes, deux parties qui vont se rendre service. Et encore une fois, le viager ne peut fonctionner correctement que s'il y a vraiment cette notion d'intérêt partagé. Alors, je vais passer à la slide suivante. En fait, je vous ai préparé quelques slides et sur la dernière slide, je vais prendre vraiment un cas pratique avec une analyse financière d'un bien et parler d'un chiffrage d'un viager pour que ce soit plus concret pour tout le monde. Donc là, dans cette présentation, j'ai choisi de me concentrer sur le viager occupé et ses avantages. Le viager occupé sur les fameux milliers de transactions dont on a parlé au début. Donc, celles qui sont pratiquées, on va dire, par les professionnels, la profession que je représente, donc on va dire à peu près 3 à 4 000 ventes par an, hein, la moitié de celles qui sont réalisées en France. Le viager occupé prend une part importante. C'est vraiment la formule de vente la plus répandue. On va dire que 80% des ventes en viager sont des viagers occupés. Alors, les avantages principaux, donc pour le vendeur, tout d'abord, donc lui, il va toucher immédiatement un capital le jour de la transaction, celui qu'on appelle le bouquet, un peu communément appelé le bouquet. Donc, le jour de la transaction, de la signature finale chez le notaire, c'est un capital qu'il va avoir touché intégralement. Il va garder le droit d'usage et d'occupation de son bien tout au long de sa vie. Donc, les gens qui, en général, souhaitent vendre en viager, ce sont des gens qui aiment beaucoup leur appartement ou leur maison et qui imaginent de rester vivre là tout au long de leur vie. C'est vraiment un dénominateur commun. C'est une des motivations, c'est améliorer mon existence, mais surtout rester dans son lieu de vie tout au long de sa vie. C'est un vœu, évidemment. On peut se poser aussi la question de fin de vie. Est-ce qu'on arrivera à être autonome et pouvoir rester tout au long de sa vie chez soi? On va voir un petit peu plus tard que le viager permet un petit peu une solution à tiroir dans le cas où on ne peut pas vivre les derniers moments de sa vie chez soi. En tout cas, l'objectif de départ, c'est bien celui-ci, si possible, rester chez soi tout au long de sa vie. Il va recevoir une rente mensuelle. Une rente, hein, c'est une soulte tous les mois, comme une pension qui sera versée tous les mois et qui sera perçue tout au long de sa vie. Donc ça, c'est vraiment pour le principe du viager occupé, c'est déterminant. Un capital, un bouquet tout de suite que l'on touche et des rentes tout au long de sa vie. Il va, alors principalement quand on parle de copropriété, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, moi je suis une agence spécialisée sur le marché parisien et la petite couronne. Donc la plupart du temps, ce sont des appartements en copropriété que nous vendons. Il faut savoir que quand on est en copropriété, il y a des charges qui sont assez importantes hein, pour un budget moyen. Qu'il faut financer tous les trimestres, ce qu'on appelle les charges courantes. Ça permet de financer le syndic de copropriété hein, qui va s'occuper de gérer, d'administrer le bien dans lequel on a son appartement. On va avoir des frais, je ne sais pas, pour l'ascenseur, ce sont des abonnements, ce sont des entretiens, des frais de ménage. Donc tout ça constitue, on va dire, les charges de copropriété. Et de temps en temps, le patrimoine, il faut l'entretenir. Donc, par exemple, quand arrive un jour des travaux de ravalement pour un immeuble, on appelle ça des travaux de copropriété. Donc ça, c'est des travaux qui vont entièrement être pris en charge par l'acquéreur. Donc, c'est un budget finalement annuel qui peut être assez significatif hein, pour les propriétaires de biens immobiliers et c'est un soulagement de les voir partir à la charge de l'acquéreur. Donc, non seulement on va toucher une rente tous les mois, toute sa vie, mais on va se délester aussi de charges courantes, mais aussi de travaux de copropriété.
Et enfin, on allège sa fiscalité puisque la taxe foncière qui est attachée au foncier, comme son nom l'indique, hein, la taxe foncière va être portée à la charge de l'acquéreur. Donc, on va vraiment augmenter son pouvoir d'achat tous les mois, chaque année, grâce à ces charges qui vont être portées à la charge de l'acquéreur. Donc, en bref, voilà, le vendeur va augmenter son pouvoir d'achat pour le reste de ses jours. Du côté acquéreur, on n'oublie pas, hein, il faut qu'on comprenne les mécanismes et ce qui motive l'acquéreur à acheter un bien en viager. Il va se constituer un patrimoine immobilier, donc il va augmenter son patrimoine. Il optimise son coût d'acquisition, on le verra dans l'exemple tout à l'heure, puisque quand il achète en viager occupé, il va profiter d'une décote au titre de cette occupation. Le vendeur, lui, monnaie son bien tout en restant habité chez lui, mais il va subir une décote. On ne va pas payer quelqu'un pour rester chez soi. Donc, l'arrangement en fait, principal de ce viager occupé, c'est qu'il y a un avantage sur le coût d'acquisition de ce bien. Enfin, l'acquéreur, en général, on va dire le profil classique de l'acquéreur en viager, on va dire quelqu'un de 40, 50 ans qui va constituer un patrimoine pour prévoir de meilleurs revenus quand à son tour il sera à la retraite. Donc, un acquéreur imagine d'acheter un bien occupé avec un horizon d'investissement, on va dire peut-être de 10 ans, de 15 ans, selon l'âge de la personne qui vend. On a un horizon évidemment un petit peu différent. Et il va faire son calcul et se dire à peu près, je peux imaginer que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, je serai pleinement propriétaire du bien que j'acquiers aujourd'hui occupé. Et à cet horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai calculé, moi-même, j'aurai l'âge de la retraite et je pourrais imaginer, quand cet appartement sera libre, de pouvoir le louer et donc de tirer des revenus de cet appartement. Donc, ça va être ça la mécanique principale, en tout cas le profil type d'un vendeur et d'un acquéreur en viager. Et enfin, comme je l'indique, il s'inscrit dans un rôle sociétal. C'est une façon de rendre service à quelqu'un qui souhaite mieux vivre. C'est une façon de rendre service à une personne en âge senior, de mieux vivre. C'est la fin de sa vie, en tout cas les belles années qu'il reste à vivre. Et c'est une façon de participer comme ça à un système qui rend service à chacun. Alors, je vais passer, je retrouve la main pour passer à la slide suivante. Je ne sais pas pourquoi. Alors, hop. Voilà. Donc là, je suis normalement sur la slide suivante pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a, avec ce principe de viager occupé, on va dire un deuxième niveau d'avantage. Donc, je le précise, je le présente, d'autres solutions qui sont apportées par ce principe de viager occupé. Donc, le droit d'usage et d'habitation ad vitam de l'appartement, on l'évoquait déjà tout à l'heure, c'est une façon de maintenir son cadre de vie. La plupart du temps, les vendeurs en viager vivent dans ce lieu de vie depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois 40 ans, voilà, toute une vie. Des fois, ils ont hérité de cet appartement de leurs propres parents. Donc, autant dire qu'il y a un côté affectif dans le lieu dans lequel on vit, que ce soit un appartement ou une maison. En général, on y est très attaché. Et puis, on a créé tout son réseau social autour, son quartier de vie. Des fois, voilà, c'est loisirs, c'est ses amis, ses commerçants. Donc, il serait arrivé dans l'âge très compliqué de devoir se déraciner, de partir vivre ailleurs. Donc, le viager occupé va vraiment répondre aussi à cette attente. C'est en général, on vend pour des raisons économiques. On a besoin d'avoir des compléments de revenus pour
pour bien vivre, pour mieux vivre. Et en plus, avec ce principe de viager occupé, on va pouvoir rester dans son cadre de vie. Ça, c'est vraiment très important pour les gens qui envisagent de vendre en viager. Il y a aussi la satisfaction d'autofinancer soi-même ses produits de consommation, ses services et ses besoins en soins qui vont peut-être aller grandissant avec l'âge. Donc, ce bouquet qui est touché immédiatement, c'est vraiment la possibilité de financer vraiment différentes choses, hein. Moi, je rencontre au quotidien des clients qui veulent vendre en viager et qui ont des raisons différentes, des motivations différentes à vendre en viager. Pour certains, ce bouquet, ça va peut-être être le moyen, on l'a cité tout à l'heure, de financer un ravalement. Il y a des ravalements qui peuvent vous amener sur des montants de 10 000 € assez facilement. On a des copropriétés en région parisienne, un ravalement d'une façade haussmannienne, c'est un coût très important. Donc, du jour au lendemain, quelqu'un qui a besoin de sortir 10 000 €, on sait qu'arrivé à un certain âge, c'est très compliqué de faire un emprunt. Donc, l'idée de monnayer son bien de son vivant, voilà, ça peut être une solution pour financer des travaux qui arrivent dans une copropriété. Des besoins plus agréables, ça peut être tout simplement l'envie de continuer de voyager, de payer des beaux voyages, 5 000 €, 10 000 €, réaliser des rêves qu'on a eu toute sa vie et qu'on n'a pas réussi à s'offrir. Donc, le bouquet, le fait de toucher un capital le jour de la transaction, c'est vraiment une possibilité de s'offrir voilà, des choses, des achats qui sont importants et qu'on a vraiment le vœu de réaliser. D'autres personnes, ça va être la satisfaction de pouvoir aider des enfants de son vivant plutôt que de les faire attendre un héritage, évidemment, dont on ne sait pas à quel moment il arrivera, et heureusement. Ça va être la satisfaction de son vivant de transmettre de l'argent, de faire des donations à ses enfants ou à des personnes qui vous sont très chères, à, à quelqu'un de la famille ou un ami très proche. J'ai des clients aussi régulièrement qui ont des enfants qu'ils ont adoptés où l'héritage ne se fera pas forcément dans les mêmes conditions qu'un enfant réservataire. C'est un moyen de lui offrir quelque chose et surtout d'avoir la satisfaction de le faire de son vivant. C'est vraiment un plaisir de pouvoir transmettre quelque chose à ceux que l'on aime. Donc, ça, c'est une façon effectivement de financer des grosses dépenses. Et puis, ce capital, on peut aussi l'imaginer pour, au fil de l'eau, de s'offrir peut-être des services moins coûteux, mais qui peuvent revenir régulièrement, comme j'ai des clients qui adorent aller au théâtre, plutôt que de s'y rendre par leurs propres moyens en transport en commun, c'est de se faire le plaisir de se payer un taxi pour la moindre sortie. C'est vraiment une façon de se faire plaisir, de vivre confortablement. Voilà, de ne pas s'inquiéter des fins de mois difficiles comme on peut avoir à certains moments. Donc là, c'est vraiment retrouver de l'oxygène pour vivre confortablement. Et enfin, je parle des soins. Effectivement, quand on rentre dans l'âge, moi j'ai de plus en plus j'ai souvent des clients qui me disent, on a un certain âge, on a des soins dentaires qui coûtent très très cher, très peu sont pris en charge. Oui, on a besoin de dépenser 5 000, des fois 10 000 € dans des soins dentaires très onéreux. C'est une satisfaction de pouvoir se les financer soi-même et puis d'avoir la satisfaction de bien se soigner, de bien s'entretenir. Il y a aussi donc dans les moyens qui
financiers qui vous sont donnés, cette fameuse rente, il faut savoir qu'elle est évolutive dans le temps. Elle va être versée ad vitam et elle va rester en rapport avec le coût de la vie. Effectivement, tous les ans, elle va subir un indice. Alors, en général, on prend l'indice de consommation des ménages, qui est voilà, un indice qui est cohérent par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Donc, tous les ans, cette rente, elle va évoluer pour suivre le cours de la vie. Enfin, elle est réversible. Si c'est un couple qui vend en viager, on calcule une rente valable pour le couple et quand le premier part, c'est bien le survivant qui va continuer de percevoir la rente en intégralité. Elle est réversible en intégralité. Alors, troisième point que j'ai mis en exergue, donc oui, la possibilité de libération anticipée. On l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que quand on se décide à vendre en viager occupé, on n'a aucune idée de savoir si on pourra vivre tout au long de sa vie dans son appartement ou dans sa maison. Eh bien, il y a un principe qui est d'usage avec le viager occupé, c'est si un jour le vendeur, et c'est lui seul qui en a le choix, décide de libérer de façon anticipée, alors, bon, on va dire pour les raisons les plus graves, on va dire, pour partir dans une maison, par exemple, médicalisée, eh bien, il aura une augmentation de la rente viagère. On parle toujours d'indexation, mais en plus, il y a carrément une réévaluation de la rente viagère qui, en général, est fixée autour de 25%, voilà, en moyenne. Donc, on va dire, voilà, sur une rente qui serait fixée à 1 000 €, c'est 250 € de plus qui sont versés par l'acquéreur, c'est contractuel. Quand on signe l'acte de vente chez le notaire, tout ça est prévu et est bien inscrit. Et là, c'est seul le vendeur qui en a le choix, qui décide si un jour il veut libérer de façon anticipée. Donc voilà, pour les raisons, on va dire, les plus graves, les plus sérieuses, ce serait pour raison de santé, obligé, on va dire, sur la fin de sa vie, de devoir partir en maison médicalisée, en EHPAD, c'est un coût. Et bien là, ce serait un coup de pouce financier pour financer plus facilement cette entrée en résidence spécialisée. Mais il y a des raisons plus heureuses. Moi, il m'arrive d'avoir des clients qui, à un moment de leur vie, décident finalement de se rapprocher peut-être de la famille à un autre endroit en France. Alors, comme je travaille à Paris, c'est des clients qui décideraient de partir en province, se rapprocher de la famille et qui décident finalement de libérer de façon anticipée leur appartement ou leur maison en région parisienne pour se rapprocher. Et donc là, c'est une raison pour demander l'augmentation de 25% en moyenne de cette rente viagère et qui va être versée tout au long de la vie et qui va subir aussi l'indexation, comme on l'a vu tout à l'heure, pour rester en rapport avec le coût de la vie. Alors, ensuite, il me semble qu'on arrive voilà, à la slide où je vous prends un exemple concret, voilà, en espérant voilà, que ce soit le plus pratique possible pour mettre en situation un petit peu tous les éléments que je viens de vous détailler. Donc là, je vous parle d'une de mes clientes. Alors, il faut savoir qu'en viager, le vendeur, on va l'appeler le crédit rentier et l'acquéreur, le débit rentier. Donc sur la gauche de ma slide, on voit ce qui concerne le crédit rentier, c'est-à-dire le client qui vend. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris les prénoms. On va citer Madame Françoise, qui est une de mes ex-clientes, pour qui j'ai réalisé voilà, l'accompagnement. Donc, en premier lieu, par une rencontre à son domicile, une étude viagère, enfin, une rencontre donc, qui a permis de déterminer quelle était la formule de vente la plus adaptée par rapport à ce qu'elle m'a dit de sa vie, ce qu'elle m'a dit de son projet de vie. On a déterminé pour elle que c'était un viager occupé qui était le plus pertinent.
Donc, c'est une dame qui vit seule. Elle est propriétaire d'un 55 mètres carrés à Paris. Donc, voilà, sur notre capitale, on va dire que une évaluation du bien correspondait à 600 000 euros. C'est vrai que c'est peut-être à Paris que l'immobilier est le plus élevé en France. Donc, c'est vrai que quand on monnaie 600 000 euros de patrimoine immobilier, qu'on le calcule en viager, il reste, voilà, on va le voir, un bouquet et une rente qui sont plutôt confortables. Alors, tout est relatif, hein, un bien qui serait voilà, dans les régions qu'on citait tout à l'heure où nous avons les abonnés qui nous suivent, bon, évidemment, il faudrait recalculer tout ça. Mais là, voilà, je vous prends un exemple type. Donc, un bien raisonnablement 55 mètres carrés qui coûte 600 000 euros, c'est vraiment très commun sur la capitale. La cliente a 75 ans, donc elle a une espérance de vie. Donc, on va déterminer grâce à un barème. Donc, moi, personnellement, je travaille depuis 15 ans avec le barème qu'on appelle le barème d'Aubry, qui a été créé dans les années 70 par un notaire qui s'appelait Maître d'Aubry. Et c'est un barème qui, tous les 6 ans, est actualisé pour nous permettre de comprendre quelle est l'évolution de l'espérance de vie et puis comment on répartit voilà, un taux de valeur occupée, un taux de droit d'usage et d'occupation et un taux de rente pour calculer tous nos éléments. Donc là, il s'agit de notre propriétaire, Madame Françoise, qui habite son 55 mètres carrés depuis 20 ans, qui a souhaité le vendre. Donc, on a fait une évaluation, elle a fait des comparaisons, elle a fait des avis de valeur auprès d'agences classiques qui lui ont permis d'être voilà, à l'aise avec cette évaluation de 600 000 euros. Ça tient compte de son adresse, du type d'immeuble dans lequel elle habite, ça tient compte de l'étage auquel elle habite, ça tient compte aussi de le niveau d'entretien de la copropriété. Hein. Quand on vend un bien, il faut aussi penser à l'environnement. Donc, ça compte dans l'évaluation. La copropriété était bien tenue. Néanmoins, il y a des travaux de façade qui étaient à prévoir. Elles étaient déjà en mise en perspective dans le procès-verbal d'Assemblée générale. Elle n'était pas encore votée et on avait déjà une idée du montant que coûterait le ravalement. Sauf que quand on vend un bien immobilier, tout ce qui est voté en Assemblée générale avant de signer la promesse est à la charge du vendeur, mais tout ce qui va être signé après la promesse de vente, si l'acquéreur a été mis en possibilité de participer à l'Assemblée générale et donc de voter, ce sera à la charge de l'acquéreur. Là, il se trouve que c'est des frais de ravalement qui allaient être à la charge de l'acquéreur. Donc, ça fait partie d'une petite, voilà, un ajustement du prix voilà, des 600 000 euros. Là, si on fait nos 600 000 euros divisé par 55 mètres carrés, voilà, on était à 10 900 du mètre carré, donc sur Paris. C'est un appartement qui était doté d'un balcon, d'une cave, mais pas de parking. Donc, voilà, on est sur un prix tout à fait moyen. Donc, l'espérance de vie d'une dame de 75 ans, d'après le barème d'Aubry, il nous indique 16 ans. Voilà, évidemment, rien n'est inscrit dans le marbre, ça pourra être moins, ça pourra être plus, mais ça, c'est tout le principe du viager, c'est l'aléa de l'espérance de vie. Donc, les gens vendent de cette façon, mais ils savent que ils en tireront le prix approximativement, puisque le vendeur vivra plus ou moins longtemps, donc l'acheteur paiera plus ou moins longtemps le prix qui est pourtant fixé au départ. Donc, cette cliente a choisi après conseil, après analyse de sa situation, a choisi de vendre en viager occupé. Donc, l'étude viagère a déterminé une valeur occupée, puisqu'il s'agit de faire l'abattement au titre de son futur droit d'usage et d'occupation. Donc, on a déterminé la valeur occupée, c'est-à-dire la valeur des murs, ce qu'elle allait pouvoir monnayer auprès de son acquéreur. Cette valeur, après, on va la dispatcher entre un bouquet que le vendeur va toucher tout de suite
et une rente viagère, donc une capitalisation rentière que l'on va rapporter à une mensualité. Donc, après discussion, on a fait un point sur les besoins de cette dame, ce qu'elle avait besoin de faire de son capital et les besoins qu'elle avait au quotidien pour venir compléter sa pension de retraite. Il faut savoir que quand on vend en viager, donc en général, c'est le bien, en général, hein, les clients vendent le bien qu'ils occupent, c'est en gros le seul patrimoine immobilier qu'ils ont. Et quand on vend sa résidence principale, aujourd'hui, les lois fiscales indiquent qu'on n'est pas taxé sur la plus-value quand on vend le bien qu'on occupe. Donc, il n'y a pas de taxe de plus-value sur les résidences principales. Donc, on va déterminer ce bouquet qui va être net d'impôt. C'est un capital que le vendeur va percevoir, il va être net d'impôt. En revanche, la rente, attention, elle va être en partie imposable puisque l'État considère que c'est un revenu et tout revenu en France est imposable. Donc, il va quand même falloir faire un ajustement judicieux, vérifier quel montant manque à Madame Françoise tous les mois pour être à l'aise, pour vivre confortablement et pour pouvoir faire les dépenses au quotidien qu'elle veut, lui prévoir un peu peut-être les services dont elle aura besoin quand elle va rentrer un petit peu dans l'âge, c'est-à-dire des services à domicile, mais ça, elle anticipe un peu, elle veut les prévoir par rapport à la détermination du montant de cette rente. Donc, par rapport à la pension de retraite qu'elle touche, on va faire un calcul. On va voir si la rente qu'elle va ajouter à ses revenus va impliquer qu'elle paye beaucoup plus d'impôts sur le revenu. Il y a quand même un avantage octroyé par le fisc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vend en viager, qui a plus de 70 ans, on va quand même lui octroyer un abattement de 70% sur les revenus issus de sa rente viagère. Donc, en fait, l'impôt sur le revenu, il va considérer que 30% de la rente viagère. Donc, Madame Françoise, qui a choisi une rente à 1 000 euros, va percevoir sur une année 12 000 euros de revenus complémentaires. Eh bien, ces 12 000 euros complémentaires, l'État va dire, on va octroyer un abattement de 70%. Donc, ce n'est pas des impôts sur une assiette taxable de 12 000 euros qui va être retenue par le fisc, c'est une assiette taxable uniquement de 30% de cette valeur, c'est-à-dire 3 600 euros. Voilà. Donc, il était facile ensuite pour Madame Françoise de calculer l'imposition que ça provoquerait. Donc, elle a pris évidemment ses revenus issus de sa pension de retraite, plus ses 3 600, et en fait, elle s'est rendue compte que ça la faisait changer à peine de tranche, donc elle a considéré que le jeu en valait la chandelle. Voilà. Cette rente, on l'a dit tout à l'heure, elle va être revalorisée chaque année, elle va subir un indice de consommation des ménages. Madame Françoise, elle est tranquille avec sa formule de vente en viager occupé, elle va conserver son droit d'usage et d'habitation toute sa vie. Donc, non seulement elle va percevoir ce bouquet de 135 000 euros, donc elle sait déjà de quelle façon elle souhaite le dépenser. En l'occurrence, elle avait des neveux et nièces qu'elle avait envie de gâter, donc de faire des dons manuels pour chacun d'eux, et puis garder quand même un pécule pour anticiper le financement peut-être de soins qui augmenteront dans le futur. Voilà, donc elle a mis évidemment de l'argent de côté. Et finalement, ces 1 000 euros de rente viagère tous les mois, elle a considéré que avec finalement ces 12 000 euros complémentaires par an, elle arriverait à se faire 2 voyages par an, pour continuer de sortir avec ses amis, avoir le plaisir de continuer de voyager et de se faire plaisir. Donc, tout le temps qu'elle est autonome, ça, c'était vraiment un vœu important
voilà, d'augmenter son pouvoir d'achat. Et sans oublier, donc, qu'elle va se libérer des travaux de copropriété, comme on l'a dit tout à l'heure, les travaux de copropriété, mais aussi les charges de copropriété. Elle va continuer uniquement de financer ses charges locatives, puisqu'elle continue d'habiter le bien. Donc, les charges locatives qui, en général, représentent à peu près 70% des charges courantes. Donc, les charges courantes, pour rappel, c'est ce que quand on est en copropriété, ce qui est appelé à payer tous les trimestres par le syndic, eh ben, elle continuera d'en payer que 70% et elle les versera directement auprès de son débit-rentier, c'est-à-dire son acquéreur. Elle ne les versera plus au syndic, elle les versera à son débit-rentier. Donc, mis bout à bout, c'est vraiment une augmentation de son pouvoir d'achat conséquent qui va lui permettre vraiment de retrouver du souffle et de se faire plaisir au quotidien et de vivre des belles années, parce que quand on va en viager, c'est qu'on est en forme, c'est qu'on a envie de profiter de la vie, c'est qu'on est vraiment on a des projets et on a envie de les réaliser. Pour vous dire, même si j'ai des fois des clients qui rentrent largement dans l'âge, on va dire, qui approchent les 90 ans, quand on va en viager, c'est que, je veux dire, on est en forme, c'est qu'on fait des projets, c'est qu'on a envie d'en profiter. Ça, c'est vraiment le dénominateur commun. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, le bouquet, bah oui, dans son cas, il a permis de gâter ses neveux, de faire des dons à ses neveux, d'avoir le plaisir de le faire de son vivant, de faire un voyage au Canada qui était un rêve pour aller voir des amis. Ça faisait très longtemps qu'elle n'y était pas allée, donc là c'est vraiment une partie de son bouquet qui a permis de le financer, et puis de réaliser des soins dentaires. Il se trouve que, voilà, c'était l'exemple que je prenais tout à l'heure. En l'occurrence, Madame Françoise avait besoin, voilà, de faire des dépenses assez importantes pour des soins dentaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment les avantages principaux pour le cas de Madame Françoise. Après, voilà, il y a des variantes, évidemment, des motivations des fois différentes, mais là, c'est vraiment un profil, on va dire, très, très, très classique. Ne perdons pas de vue le débit rentier, parce que dans cette affaire, pour qu'une transaction en viager se fasse, il y a les deux parties, et encore une fois, il faut que les avantages soient équilibrés, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, les acquéreurs qui ont été trouvés pour la vente du bien de Madame Françoise, c'est Monsieur et Madame Gérard, donc un couple. Donc, qui représente un profil type d'acquéreur en viager. Je vous le disais tout à l'heure, moi, mon agence, elle est spécialisée sur le viager du gré à gré. Je mets en contact des vendeurs particuliers avec des acquéreurs particuliers. Donc, il s'agit bien d'un couple. Donc, elle, journaliste, et monsieur, cadre supérieur, donc respectivement 42 et 46 ans. On peut calculer facilement un projet pour leur future retraite. Ils achètent un bien avec un horizon d'investissement qui est en rapport avec l'espérance de vie de Madame Françoise. On a vu qu'elle avait 16 ans d'espérance de vie. Ce sera peut-être un peu moins, ce sera peut-être un peu plus, mais voilà, le couple estime que les âges auxquels ils partiront à la retraite correspondent globalement à cet horizon d'investissement. Ils ont des enfants, c'est assez classique, 15 ans, 21 ans. Donc, c'est aussi cet achat en viager, une façon de constituer du patrimoine qui va d'abord être à leur profit, puisqu'ils leur permettront d'avoir des compléments de retraite, et puis un jour, qui passeront dans l'héritage de leurs propres enfants. C'est la constitution de patrimoine en bon père de famille. On a ce couple qui a hérité récemment de l'un d'eux de leurs propres parents. Voilà, ils ont eu une somme de 200 000 € qui leur est arrivée. Plutôt que de la laisser sur un compte, d'essayer de la faire fructifier tant bien que mal, ils ont préféré la placer dans la pierre. Aujourd'hui, parmi les investisseurs, on voit bien que c'est toujours la pierre qui reste une valeur refuge.
C'est rare qu'un investisseur, dans sa palette de placements, n'ait pas de placement dans la pierre. Et il se trouve que le viager est très pratique dans leur cas, puisqu'ils ont un héritage, ils ont touché un héritage de 200 000 euros. Néanmoins, à Paris, un bien à 200 000 euros, on n'arrive pas à trouver quelque chose de très spacieux. Donc, ce couple n'a absolument pas besoin de se loger par ailleurs ou de loger leurs propres enfants, puisque l'appartement familial est tout à fait suffisant pour ce couple. Voilà. Donc, l'héritage permet de financer le bouquet. On voit un bouquet de 135 000 euros, mais à celui-ci s'ajoutent les frais d'agence et les frais de notaire. Donc, leurs 200 000 euros couvrent juste un petit peu plus les frais qui vont être engagés pour ce bien en particulier. Donc, au niveau du bouquet, ils ont l'apport personnel, parce qu'il faut savoir qu'en viager, les acquéreurs financent pratiquement tout le temps en apport personnel les bouquets, parce que les banques prêtent très très rarement de l'argent pour ce type de financement. Et par contre, chaque mois, ils ont une capacité d'épargne qui est de 1 500 € pour le couple. Il se trouve que le bien de Madame Françoise a été estimé avec une proportion de rente à 1 000 euros. Ce couple est plutôt prudent. Ils ont une rente de 1 000 euros à payer. Ils savent qu'ils ont des charges de copropriété à financer également. Et enfin, ils devront peut-être dans les années à venir financer, et là on l'a évoqué tout à l'heure, des travaux de ravalement. Donc typiquement, les 1 600 €, ça permet d'être large, mais c'est un investissement prudent et c'est tout à fait convenable pour ce type d'acquisition. Donc voilà, ils achètent en viager occupé. Donc là, un bien comme celui-ci, la valeur occupée qui est déterminée par le fameux barème d'Aubry, la valeur occupée, elle est estimée à 51,1%. Donc en fait, le couple va financer à peu près 51,1% des 600 000 euros sur 16 ans d'espérance de vie qu'a Madame Françoise. C'est en ça qu'un placement en viager occupé va être attrayant pour un acquéreur. Sinon, s'il n'y avait pas cet attrait économique, personne ne s'intéresserait à acheter en viager. Donc, ils prennent effectivement le risque de payer davantage si pardon, c'est pas Madame Denise, c'est Madame Françoise, vit au-delà de 91 ans, donc 75 plus 16 ans, c'est vrai, mais ils ont la satisfaction d'avoir cette décote au titre du droit d'usage et d'occupation. Donc, ils ont une décote de presque 49%. Donc, et à ce titre, voilà, ils trouvent que l'équilibre du contrat est assez intéressant pour prendre le risque, effectivement, de payer au-delà. Voilà. Et donc, il faut savoir que le droit d'usage et d'occupation, quand on le compare à une valeur locative, on se rend compte que l'un dans l'autre, elle correspond effectivement à 16 ans de loyer qui ne sont pas perçus. Cette décote au titre du droit d'usage et d'occupation correspond à peu près à 16 ans de valeur locative, sans compter les futures les charges de copropriété. Donc, on retombe sur nos pieds. Donc, ils achètent et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est eux qui vont payer les charges de copropriété. Ils vont juste se faire rembourser les charges dites locatives. Ils vont payer les travaux de copropriété et ils s'acquittent aussi de la taxe foncière. Donc, il y a juste une petite exception. La taxe sur les ordures ménagères qui est au dos de la taxe foncière va être pris en charge, supporté par le vendeur, puisque c'est lui qui occupe les lieux et qui profite de ses services. Voilà, donc on l'aura compris. Monsieur et Madame Gérard, ils préparent leur complément de retraite pour le futur et puis ils mettent leurs enfants à l'abri du besoin puisqu'un jour ce sera eux qui a priori hériteront de ce bien. Donc voilà comment s'équilibre un projet de vente en viager, des intérêts équilibrés entre vendeurs et acquéreurs. J'espère que je n'ai pas été trop longue, je suis allée jusqu'au bout de mes explications et on peut peut-être se garder quelques instants pour des questions. Absolument. Moi, j'en ai une question. Le vendeur, en fait, devient comme un locataire? Comme un occupant.
comme Un un occupant? occupant. Il a le titre Oui, voilà. il a le titre d'occupant. Il n'est pas locataire parce qu'il n'a certainement pas de loyer à payer. Alors sans le loyer, mais tous les frais d'utilisation, d'usage, quand on est locataire, quand on a un joint qui fuit, c'est à nous de le changer, c'est pas au propriétaire ou? Exactement. Voilà, Là, la relation, elle va être basée sur les mêmes lois qui régissent la relation entre bailleur et locataire. Ouais, pour d'accord. ce précis, Et tout je à fait. savais pas non plus que les banques, étaient frileuses pour financer ce genre de projet. Oui, oui, parce qu'en fait, ce qui va garantir au vendeur le paiement de sa rente, ça va être ce qu'on appelle le privilège de vendeur, c'est-à-dire une hypothèque qui est prise à son profit tout au long de sa vie, parce que le bien, quelque part, c'est comme s'il il lui appartenait toujours, puisqu'il n'est pas fini de payer. Donc, si l'acquéreur avait la mauvaise idée d'arrêter de payer le bien, il pourrait tout perdre. Le vendeur pourrait agir euh, et, et- et faire annuler la vente parce qu'il y a cette hypothèque qui est prise. Cette hypothèque, elle arrive en premier rang. Et une banque, quand elle vous prête de l'argent, elle veut une garantie. Et elle veut une garantie de premier rang. Mais comme cet appartement, l'hypothèque est déjà prise au profit du vendeur, la banque ne veut pas être en second rang et donc refuse de financer un bouquet pour un achat en viager. D'accord. J'espère que Donc j'ai là, été. vous nous avez parlé de viager occupé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de viager? Oui, oui, oui. Il y a d'autres formes de viager, Peut-être mais là, rapidement, hein, on va peut-être pas ça va être approfondir. long. Voilà, on peut citer, il y a des viagers qui sont libres. Donc, plutôt que de faire une décote sur la valeur du bien, on va prendre les 600 000 euros et puis on va les dispatcher entre un bouquet et une rente. Donc, vous imaginez bien que les deux montants vont être largement plus élevés. Ça, c'est quand j'ai des fois des clients vendeurs qui occupent leurs biens, mais qui ont à côté un appartement de rapport qu'ils louaient. Et ils en ont assez de gérer un locataire. On connaît les difficultés qui peuvent être liées De aux plus en joies de la plus. location. Voilà. Donc, arrivé à un certain âge, ils n'ont plus envie de gérer tout ça. Eh bien, ils ont la possibilité de vendre ce second appartement de rapport en viager libre. Donc, ça va leur assurer un capital qui va rentrer tout de suite, le bouquet, et une rente qui va de toute façon devoir être supérieure. On doit calculer une rente viagère sur un viager libre sur un montant supérieur au montant d'un loyer, tout en sachant que la rente viagère va subir la décote des 70% pour le calcul de l'assiette imposable. Donc, en général, les vendeurs de viager libre se retrouvent avantagés au niveau de leur imposition sur le revenu, puisque la rente viagère sera moins imposée qu'un revenu locatif. D'accord. Voilà. Donc, voilà, il y a cette formule de viager libre qui peut être proposée. Il y a la vente occupée, il y a la vente à terme. Donc, voilà, c'est différentes formules que le spécialiste du viager connaît et est en mesure de conseiller à son client. Moi, je connaissais plus le viager libre puisque ma première cliente en tant que Movadom, c'est une dame qui a vendu sa maison en viager pour aller dans une résidence senior. Oui, oui, Voilà. par exemple. Parce Alors, c'était une elle a maison, elle avait du terrain, elle commençait à avoir des travaux à faire importants, elle avait pas envie de s'embêter à voir, si la toiture ça fuyait, fallait tondre le jardin, elle avait plus envie de s'embêter avec tout ça donc elle a et, elle a et, vendu en viager. et si cette dame vit beaucoup plus longtemps que son espérance de vie, là, c'est tout gagnant Oui. parce que le bien, il lui sera payé au-delà de sa valeur en viager libre, il sera payé largement au-delà de sa valeur fixée au départ. Alors, on a, une question de Pauline qui nous demande s'il y a un viager sur appartement secondaire. C'est-à-dire une résidence secondaire peut être vendue en viager. Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors là, il faut juste se méfier d'une chose. On parlait tout à l'heure des plus-values. Donc, si cette résidence secondaire est détenue depuis moins de 22 ans et voire moins de 30 ans pour la partie CSG, bah, faut vérifier si la taxe sur la plus-value est pas trop importante. En tout cas, si le projet reste intéressant par rapport à cette éventuelle taxe sur la plus-value. Mais oui, tout à fait. On peut tout à fait vendre une résidence secondaire en viager D'accord. occupé ou viager libre, les deux. Ok. Alors, autre question, y a-t-il un âge pour vendre en viager? Alors, la formule la plus répandue, donc qu'on vient de traiter, le viager occupé, raisonnablement, pour que le projet soit viable, tout simplement, pour arriver à trouver un acquéreur qui ait un intérêt à le faire, on va parler en général d'un minimum de 70 ans. Parce que l'espérance de vie doit correspondre à un horizon d'investissement qui fasse du sens pour un acquéreur. Et voilà, donc pour un viager, on parle raisonnablement de vente à partir de 70 ans. Ça n'empêche pas d'essayer un petit peu avant, si on n'a pas d'autres solutions. Et quand je suis en présence de vendeurs qui sont plus jeunes, je n'hésite pas à proposer d'autres formules que le viager avec la rente. Donc, on vérifie si d'autres formules ont du sens. L'idée, c'est que ce soit viable, c'est qu'on puisse mener à bien le projet, qu'on trouve un acquéreur. Donc, il faut forcément que ça puisse être intéressant pour les deux parties pour que les choses se fassent. Très bien, merci Delphine. On se retrouve dans quelques instants, ne quittez pas, on va ouvrir vos micros et vos caméras pour que vous puissiez poser des questions en direct. Je vous mets les coordonnées de Abovi Viager, pardon. Donc c'est à Paris 12. Vous pouvez les contacter sur le site internet abovi.fr et puis sinon vous envoyez un petit mail à Gwendoline à la fin sur la dernière diapositive, vous verrez ses coordonnées. Je vous invite très fortement à remplir notre questionnaire de satisfaction qui nous permet, nous, de faire un retour auprès de nos financeurs. Et je vous mets le lien dans le chat. C'est dommage, Esté, j'aurais bien aimé discuter 30 secondes avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez un champ libre aussi pour mettre un peu de texte. Si vous avez des informations ou des questions, ou alors si vous souhaitez qu'on aborde une nouvelle thématique. Nos autres thématiques, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Gwendoline. Vous pouvez également vous inscrire à nos visioconférences. Et puis, les projets de Gwendoline et de Isabelle Palassin, donc la psychologue qui a coécrit ce livre, Ça déménage chez les seniors, un livre audio que vous pouvez télécharger et écouter quand vous voulez. Et puis, la nouveauté, ce sont les podcasts sur le déménagement, avec des témoignages de personnes, seniors ou non d'ailleurs, sur la thématique du déménagement et des logements seniors. Pour vous inscrire, donc c'est movadom.eventbrite.com. Pour les questions, c'est sur contact@movadom.com. C'est Gwendoline qui reçoit tout ça et qui traite tout ça, donc vous pouvez lui faire tous les compliments que vous voulez. Elle aime bien ça. Et puis encore merci Delphine et merci à notre financeur, la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. À très vite. Merci à tous. Merci.